Audio numéro 20, première partie. Gloire à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran que toute âme goûtera à la mort. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes qui a dit dans son sermon d'adieu: Ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligeriez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Ô peuple, vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Nos chères auditrices et auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre compatriote, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 146, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, l'ex-officier témoigne. Un jour, on vient chercher le capitaine Khan Hamedine et un autre officier parmi nous. Je ne me souviens plus duquel. Nous nous demandons ce qu'on pouvait leur vouloir.
Notre inquiétude est grande. Ils reviennent peu après tout souriants. C'est bon signe. Ils ont été appelés pour recevoir leur salaire du mois de novembre qu'ils n'avaient pas eu le temps de percevoir. Pour les autres, il n'y a rien. Cet argent est une aubaine tant pour nous que pour nos tortionnaires. Ils installent des cantines contenant diverses marchandises. Nous sommes obligés de dépenser cet argent pour améliorer notre ordinaire. Comme nous n'avons pas le choix, nous payons les produits pour le double de leur prix. Nous achetons du lait, des sardines, du sucre, des arachides et des biscuits. Dans un environnement aussi exigu, l'atmosphère devient très irrespirable. Pour combattre l'odeur, nous achetons du citron que nous utilisons pour améliorer le goût de nos repas. Mais également, nous nous servons de la peau pour déodorant. Chacun de nous en garde un morceau à portée de nez. Nous recevons un jour la visite d'un photographe de l'armée. Il nous prend en photo avec notre matricule gravée à la craie sur une ardoise. On me propose de me raser la barbe pour la circonstance, mais je décline l'offre. Pas question de me raser tant que je serai en prison. Un après-midi, le capitaine Cheikh Ould Bilal entre dans notre pièce pour vérifier les chaînes. 4 soldats en armes attendent devant la porte restée ouverte. Un vent de panique s'empare de nous. Ces gestes sont rapides et précis. Ils nous placent le cadenas au centre, entre les deux pieds, après avoir raccourci au minimum les chaînes. Le système qu'ils employaient jusque-là n'était pas performant. Ils mettaient le cadenas sur un côté, après avoir roulé la chaîne en 8 au centre. Ainsi, pendant plus de 3 semaines, nous avons pu retirer nos chaînes la nuit tout en veillant à ne pas dormir durant cette période. Il ne faut surtout pas qu'ils nous surprennent. Maintenant, c'est impossible de les retirer. Une fois l'opération terminée, le caporal Cheikh Ould Bilal continue vers la chambre voisine. Il a dû vraisemblablement découvrir le pot aux roses
dans l'une des pièces voisines. Fin de la première partie de l'audio numéro 20, la deuxième au prochain. Suite de l'audio numéro 20, deuxième et dernière partie. À la page 147, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Le lieutenant Naji Ould Bilal est admis au brevet de capitaine et doit aller suivre un stage à l'école militaire interarmes d'Attar. Juste récompense pour les services infligés. Il passe le commandement à un autre officier, le lieutenant Ahmed Ould Dey. Ils passent ensemble dans toutes les cellules. Le lendemain soir, le lieutenant Ahmed Ould Dey revient nous voir et nous demande de lui remettre une liste de ce dont nous avons besoin et la somme correspondante. Il a dû apprendre que nous faisons des achats par les caporaux. Nous lui remettons la liste et l'argent. Il nous ramène le lendemain le double de ce que nous avons commandé. Nous croyons d'abord qu'il s'est trompé et le lui faisons savoir. Il nous dit ne pas s'être trompé et sort. Nous comprenons alors qu'il y a mis ses propres moyens. Je lui dis merci et il répond qu'il n'y a pas de quoi le remercier et qu'il aurait bien pu être à notre place. Le lieutenant Ahmed Ould Dey est un mort noir en Haratin
originaire du sud de la Mauritanie. Il a très bien compris qu'aucune charge ne pèse sur nous et sait parfaitement que notre détention entre dans une politique d'épuration ethnique du régime en place et surtout, il est conscient que nous ne constituons qu'une étape dans cette volonté d'extermination. Sans rien nous promettre, nous savons qu'il fera de son mieux pour améliorer nos conditions de vie. En effet, la vie s'est améliorée dans le camp. On peut prendre des bains de soleil et même faire du sport de temps en temps. Il veille à ce que tout se passe très bien. Il lui arrive aussi de rester plus tard le soir pour voir comment se passe la distribution du repas. Il contrôle la bonne répartition de la viande. Aussi, dès qu'on voit des morceaux de viande sur les plats du soir, nous savons qu'il n'est pas encore parti. Avant cela, il fallait sentir plusieurs fois le repas pour deviner s'il était fait avec du poisson ou de la viande. Les caporaux Cheikh Ould Bilal et Mohamed Ould Sidi continuent à sortir des prisonniers pour les amener dans les ateliers de torture. Un soldat, Ould Mouta Khambar, se montre particulièrement zélé dans ce domaine. Le lieutenant Ahmed Ould Dey se rencontre dès le 3e jour à l'état lamentable d'une victime. Il y met très vite un terme. Désormais, les rares tortures se font en cachette. Un matin, nous voyons quelques prisonniers, bagages sous les bras, quitter l'appartement ouest pour rejoindre le grand dortoir. Nous les regardons sans comprendre ce qui se passe. Peu après, le caporal Mohamed Ould Sidi nous retire nos chaînes, nous demande de prendre nos affaires et de le suivre. Deux soldats attendent à l'extérieur de la cellule. Nous déménageons pour la cellule contiguë. Seuls les sous-officiers et les hommes de troupe sont partis. Les officiers sont sur place. La pièce est beaucoup plus vaste que le Kadjibi que nous occupions.
fait au moins 4 mètres sur 6. Nous nous installons et les chaînes sont remises aussitôt. Mon attention est attirée par des traces de sang sur les murs, plus particulièrement celui du sud. Cela ressemble à un jet qui aurait résulté de l'ouverture d'une grosse halte. Il y a également des mares de sang séché. J'étale ma couverture dessus. Il n'y a que cela ou rester en face de la porte et cette perspective ne m'enchante pas beaucoup. Je repense aux paroles du prisonnier qui prétendait avoir assisté à la scène où on tranchait la gorge d'un soldat. N'avait-il pas dit qu'il pensait qu'il s'agissait de ce camp? De la part de nos bourreaux, plus rien ne m'étonne. J'apprendrai plus tard que cette pièce a servi d'atelier de torture avant d'être transformée en dortoir. Le nombre des morts depuis notre retour à la base Wajeha fait que nous pouvons tenir largement dans 2 pièces. Fin de la 2e et dernière partie de l'audio numéro 20. Page 149. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamed. Salli ala Muhammad.